La première volonté, c'est de faire reculer le cash et l'anonymat dans l'économie française. Nous avons besoin de pouvoir tracer les opérations suspectes très en amont. Il faut resserrer les mailles du filet. Cette magnifique déclaration d'amour à la confidentialité nous vient d'un ancien ministre français des Finances, Michel Sapin, de son petit nom. Il y a une once d'ironie dans ma voix, vous l'aurez compris. Et oui, aujourd'hui, il y a un acharnement contre les moyens de paiement anonymes au prétexte que les criminels s'en servent. C'est à croire que toutes les transactions sont suspectes par défaut. C'est pourquoi nous avons voulu nous pencher sur la question de Monero, la crypto-monnaie la plus confidentielle. Comme le disait John McAfee, les tokens confidentiels sont la meilleure défense jamais développée contre les systèmes corrompus. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire de Monero et regarder ce qu'il y a sous le capot. D'où vient cette confidentialité augmentée par rapport au Bitcoin? Mais nous nous poserons aussi la question de savoir quel est le prix de cet anonymat, car il y en a un. En crypto comme dans la vie, no free lunch. Restez avec nous pour le découvrir. Et oui, on ne pourra pas s'empêcher de faire quelques envolées sur le bien fondé de l'anonymat. C'est un thème cher à Money Radar, vous le savez. Juste avant de nous lancer, nous tenions à vous inviter à souscrire à notre newsletter. Chaque semaine, nous choisissons pour vous les actualités les plus importantes. Nous vous présentons un projet ou une personnalité crypto et nous vous proposons une analyse pour vous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des marchés. La newsletter est 100% gratuite et arrive dans votre inbox chaque jeudi matin. Alors abonnez-vous, le lien est en description. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Vous trouvez ça normal de devoir donner nom, prénom, adresse de votre domicile, numéro de téléphone et les 16 chiffres de votre carte bancaire au premier inconnu à qui on achète quelque chose sur Internet? Je suis certaine que non et vous avez raison. Les données de paiement sont des données à caractère personnel. Elles révèlent bien des aspects de l'existence d'un individu. Si quelqu'un a accès à vos achats, vos données financières, en plus des données contextuelles, il peut vous suivre à la trace. Pire encore, il peut dresser votre profil et vous catégoriser. Les données de paiement sont un véritable enjeu de souveraineté individuelle. Nous vivons dans une ère numérique où les paiements requièrent plus de données. Toutefois, il est essentiel que chacun puisse décider comment il souhaite les effectuer. Il faut garantir la liberté de choix entre plusieurs moyens de paiement car tous ne sont pas équivalents vis-à-vis de l'anonymat. C'est le cas dans le monde physique. Lorsque l'on va chercher sa baguette à la boulangerie, on a le choix entre régler en espèces ou bien avec sa carte bancaire. Ce choix devrait être le même sur Internet car aujourd'hui, la technologie permet d'avoir des monnaies numériques anonymes. L'État et les institutions bancaires n'ont pas à savoir tout ce que nous faisons de notre argent. Au siècle dernier, un tel traçage était impensable, mais aujourd'hui, c'est malheureusement devenu une banalité. La crypto est venue redonner un peu d'équilibre dans l'équation. Le white paper de Satoshi contient une section entière sur l'anonymat. Sauf que lorsque l'on se penche sur la question, on se rend compte que Bitcoin est davantage pseudonyme qu'anonyme. À partir du moment où l'on arrive à relier une adresse publique à une identité, on peut suivre toutes les transactions sur la blockchain. Satoshi recommandait d'utiliser une nouvelle paire de clés pour chaque transaction afin d'éviter qu'elle ne soit liée à un propriétaire commun. C'est un peu complexe pour un débutant. On souhaite que l'adoption de masse des cryptos arrive et je doute que les gens soient si prompts que ça à défendre leur anonymat. En plus, avec les procédures KYC obligatoires pour les plateformes centralisées, on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'avec le système bancaire. Vous avez une entité centrale en capacité de savoir tout ce que vous allez faire de vos bitcoins. Si elle se fait pirater, ces informations peuvent tomber entre de mauvaises mains et cela vous met en danger. Il fallait donc trouver une alternative et voilà comment la graine du Monero a été semée. Le protocole Cryptonote va être la pierre angulaire de cette confidentialité renforcée. En 2013, le white paper Cryptonote V2.0 est proposé publiquement par Nicolas Van Saberhagen. Lorsque l'on regarde dans les archives, on voit les premières traces de cette technologie dès 2011. Le but de ce protocole est de pallier aux faiblesses du Bitcoin en ajoutant des fonctionnalités d'anonymat et de confidentialité pour ses utilisateurs. À partir de là, le Bytecoin naît un an plus tard, en 2014. Attention, Byte avec un Y, à ne pas confondre avec Bitcoin. Son ticker est le BCN et son créateur est un certain D-Strange. Il parle pour la première fois de sa crypto sur le forum Bitcoin Talk. Mais voilà qu'un autre utilisateur du forum, Thanksful for Today, va mener son enquête. Il analyse le code du Bytecoin de fond en comble et se rend compte que 82% des BCN ont déjà été minés. Alerte générale. Les intentions de ce D-Strange ne sont pas claires, il cherche à s'enrichir sur le dos de la communauté de Bitcoin Talk. Mais tel un chevalier blanc, Thanksful for Nothing décide de copier le code source du Bytecoin pour lancer sa propre crypto. Cette fois, l'optique est bienveillante et sécurisée. Le 18 avril 2014, le bit Monero voit le jour, mais là encore, ça n'a pas duré longtemps.
Thankful for Today avait de bonnes intentions au départ, mais il avait peur que le BitMonero tombe entre de mauvaises mains. Il a donc voulu rester le président absolu de son token. Lui seul pouvait décider des modifications à apporter ou non au code. Les personnes travaillant avec lui n'ont pas apprécié cette manière de faire. Ils opèrent à leur tour un fork du BitMonero et voilà comment le XMR que l'on connaît, Monero, est né. Cette fois, il n'y a pas de meneur unique, c'est un gage de confiance, car on élimine toute ambition personnelle dans les futures décisions vis-à-vis du Monero. On parle de gouvernance horizontale à la différence du BitMonero qui avait une gouvernance verticale. Je vous propose maintenant de rentrer un peu dans la technique pour regarder ce que ce token a dans le ventre. Il intègre 3 technologies clés. Les signatures de cercle ou ring signatures. Elles protègent l'identité de celui qui envoie les XMR. Les adresses furtives anonymisent le receveur des fonds et le ring CT cache le montant de la transaction. Commençons avec les signatures de cercle. Elles permettent de masquer l'identité de l'expéditeur d'une transaction tout en assurant sa validité. Lorsqu'une transaction est signée, la clé privée de l'expéditeur est mélangée à plusieurs clés publiques choisies au hasard sur la blockchain. Cela crée un cercle de clés et pour un observateur externe, c'est impossible de déterminer quelle clé a réellement signé la transaction. Cependant, la signature prouve que l'une de ces clés est valide sans révéler laquelle. C'est donc le système parfait pour garantir une confidentialité totale pour l'expéditeur, tout en permettant de vérifier que les fonds sont correctement déposés. C'est un peu le même principe pour garantir la confidentialité d'un destinataire d'une transaction. Lorsqu'un utilisateur envoie des Monero, il génère une adresse unique et temporaire pour chaque transaction, appelée adresse furtive ou stealth address. Cette adresse est dérivée de l'adresse publique du destinataire, mais ne permet pas d'identifier directement sur la blockchain. Ainsi, chaque transaction semble envoyer à une nouvelle adresse et personne ne peut savoir qui reçoit les fonds. Seul le destinataire, grâce à sa clé privée, peut scanner la blockchain et reconnaître les transactions qui lui sont destinées. Les adresses publiques ne sont jamais directement associées à des transactions comme dans le cas de Bitcoin. Les adresses furtives empêchent toute traçabilité des paiements, même en analysant la blockchain. Enfin, on a le Ring CT pour Ring Confidential Transactions. Cette technologie a été implémentée en 2017 par Monero pour masquer les montants des transactions tout en garantissant leur validité. Avant son introduction, les montants des transactions étaient visibles. Maintenant, lorsqu'une transaction d'XMR est effectuée, le montant est caché grâce à un processus cryptographique appelé engagement. Seul le réseau peut vérifier que la transaction est correcte sans révéler le montant. Cette vérification repose sur des engagements homomorphiques, une méthode qui assure que la somme des entrées, les fonds utilisés, est égale à la somme des sorties, les fonds envoyés. Ainsi, aucune création ou destruction de Monero n'a lieu et le montant de la transaction reste invisible. Ces 3 technologies font le succès de Monero. Sa mission, de conserver l'anonymat de l'expéditeur du receveur tout en gardant le montant caché, est réussie. On comprend pourquoi c'est devenu la 2e monnaie la plus utilisée sur le dark web. La première reste Bitcoin, car on peut toujours passer par des mixeurs pour rendre ses pièces confidentielles, mais Monero le fait de manière automatique. Profitons-en pour faire un rappel important. Les véritables criminels n'utilisent pas de crypto pour effectuer leurs opérations. Les crypto-monnaies comme Bitcoin ou XMR sont une goutte d'eau en comparaison des transactions en cash. Tous les rapports de Chain Analysis l'ont largement démontré, n'associons pas hâtivement anonymat et criminalité. Donc non, le Monero n'est pas la crypto-monnaie des dangereux criminels. Si je vous parle de ça, c'est parce que le XMR a été retiré de nombreux exchanges à ce prétexte. En février de cette année, Binance délistait le coin de sa plateforme, et ce n'est pas la seule. Zcash et d'autres tokens axés sur la vie privée y sont passés aussi. Le véritable problème, c'est la vie privée. Voilà pourquoi les instances de régulation ont fait pression pour que ces jetons ne soient plus accessibles sur la plateforme d'échange. D'une certaine manière, on peut voir ça comme un gage de qualité. Si ces monnaies électroniques confidentielles dérangent à ce point, c'est qu'elles fonctionnent. Et oui, il faut admettre que Monero est bien plus confidentiel que Bitcoin sur sa couche de base, c'est un fait. Comme je vous le disais en intro, il y a un prix à cela. Et si le Monero était largement adopté, l'histoire serait bien différente. C'est ce que nous allons voir maintenant. On ne va pas passer par 4 chemins, cet anonymat renforcé se fait au prix du gonflement de la blockchain. Les défenseurs du XMR n'abordent pas souvent ce point. C'est pourtant une réelle menace pour la décentralisation des nœuds sur le réseau Monero. Le constat est assez simple, on peut le faire en comparant la capitalisation boursière du Monero avec celle de Bitcoin. Pourquoi ? Car c'est un bon indicateur de la portée et de la valeur d'un réseau ou d'un protocole, surtout pour les cryptos ayant pour but d'être des monnaies. On pourrait regarder le volume de transactions, mais on peut facilement falsifier cette donnée. Alors que falsifier le prix, c'est plus compliqué. Donc il vaut mieux s'intéresser à la capitalisation boursière à condition que la crypto-monnaie soit liquide, c'est-à-dire qu'elle change de main régulièrement. À l'heure où cette vidéo est produite, pour Bitcoin, la capitalisation boursière est aux alentours de 1600 milliards de dollars. Pour Monero, on est juste au-dessus des 3 milliards de dollars.
ce qui veut dire que la capitalisation de Bitcoin est environ 530 fois plus grande que celle du Monero. Maintenant, si l'on compare la taille de leurs blockchains respectives, vous allez rapidement comprendre le problème. La taille de la blockchain Bitcoin est de 600 gigas environ, celle du Monero est de 150 gigaoctets. Vous voyez où je veux en venir? Alors que la capitalisation de Bitcoin est 530 fois plus élevée, la taille de sa blockchain n'est que 4 fois plus grande que celle du Monero. C'est un problème. Que se passerait-il si le Monero connaissait un niveau d'adoption similaire au Bitcoin? Sa blockchain exploserait en taille. Or, plus la taille d'une blockchain est grande et plus il devient compliqué de la télécharger, il faut de l'espace de stockage et de la bande passante. Tout le monde n'a pas accès à de tels dispositifs. Seules les personnes riches dans les pays développés peuvent se permettre de faire tourner un nœud complet. Pour Monero, les technologies de confidentialité dont nous avons parlé précédemment sont à l'origine de ce gonflement de la blockchain. Le problème ne fera que s'aggraver à mesure que la capitalisation boursière de Monero augmentera. Plus son adoption va se faire et plus on perdra en décentralisation au niveau de ces nœuds car de moins en moins de monde pourra faire tourner un nœud complet. Et ce n'est pas le seul problème de Monero. Il est vulnérable aux attaques de cloud computing à cause de son protocole de preuve de travail, RandomX. Sans entrer dans trop de détails techniques, RandomX est venu remplacer l'ancienne Proof of Work Kryptonite qu'on retrouvait dans CryptoNote. Ça va, je ne vous ai pas perdu? RandomX propose le réseau de l'exploitation minière ASIC. Il ne permet que le minage par CPU et non par GPU, c'est-à-dire que les composants que l'on trouve dans les ordinateurs classiques suffisent au minage des XMR. Il n'y a pas besoin d'équipements spécialisés comme les ASIC, qui sont des machines beaucoup plus performantes, conçues uniquement pour miner du Bitcoin. Pourtant, il est très important pour une crypto-monnaie de dépasser l'horizon des ASIC. Ce sont eux qui sécurisent le mieux le protocole et deviennent même des commodités de celui-ci. Rester au stade des CPU est une prise de risque car ils sont beaucoup plus accessibles. Si une personne mal intentionnée décide de faire tomber Bitcoin, elle va devoir louer une armada énorme de ASIC. L'investissement représenterait au bas mot 100 milliards, voire beaucoup plus. Dans les faits, c'est même impossible. Je vous conseille un excellent papier de Michel Kazaka sur le sujet. On vous met le lien en description si vous souhaitez creuser. Dans le cas de Monero, le coût d'une telle attaque serait beaucoup plus faible. Maintenant, il n'y a pas eu d'attaque et c'est sûrement parce que Monero n'est pas adopté au même stade que Bitcoin. C'est une petite blockchain avec une capitalisation de 3 milliards de dollars. Si l'on pousse un peu, cela reviendrait à comparer une entreprise comme Bic, celle qui fournit des stylos bien pratiques, à une entreprise comme Amazon ou Google. Nous ne sommes pas sur la même échelle de grandeur. Bien sûr, du matériel de minage pourrait être développé pour utiliser des CPU spécialement fabriqués et optimisés pour l'algorithme RandomX, un peu comme lorsque Bitcoin est passé au minage par les ASIC. La sécurité de Monero serait renforcée, mais on en revient au problème précédent. Ce ne sont pas les mineurs qui font décentralisation, mais les opérateurs de nœuds complets. Bitcoin fait ça très bien. Malgré une adoption majeure, il y a des nœuds complets tout autour du monde. On ne parle pas de nœuds élagués ou gérés par des entreprises comme dans le cas d'Ethereum. Les bitcoiners du monde entier défendent leur monnaie et vérifient les règles en faisant fonctionner un nœud complet. Ce serait impossible pour Monero s'il gagnait en popularité. Sa blockchain serait trop volumineuse et vous n'aurez pas la bande passante nécessaire pour la télécharger entièrement. C'est le moment de faire le bilan. Tout d'abord, l'anonymat est important pour tout le monde, surtout lorsqu'il s'agit de transactions financières. Certaines personnes ne souhaitent pas que leurs banquiers sachent qu'ils font des donations à telle ONG ou tel lanceur d'alerte, par exemple. Pour les entreprises, c'est la même chose. Vous n'avez pas envie qu'on puisse tout savoir de vos dépenses, de vos marges et de vos clients. Monero est donc intéressante dans ce contexte, mais pour autant, elle risque de continuer de se déprécier dans le temps face à Bitcoin. Dans le cas de Bitcoin, sa couche de base privilégie la décentralisation en évitant le gonflement incontrôlé de sa blockchain. Après 13 ans d'existence et une activité de plus en plus forte sur la chaîne, faire tourner un nœud complet demande seulement 600 gigas d'espace de stockage. C'est déjà conséquent, mais pour le niveau d'adoption, ça reste minime. Cette couche de base de Bitcoin est son énorme avantage en comparaison de toutes les autres crypto-monnaies qui ont voulu mieux faire. Pour la confidentialité, des solutions de deuxième couche suffisent. Lightning Network, pour les paiements quotidiens, est suffisamment confidentiel et des améliorations sont à attendre de ce côté-là. On a aussi Liquid, un autre layer 2 qui intègre aussi des fonctionnalités de confidentialité par défaut. Les transactions anonymes préservent la sécurité et la transparence de la chaîne principale. L'autre solution est tout simplement d'acheter des bitcoins sans KYC. Nous avons fait une vidéo sur le sujet, on vous met le lien en description pour ceux qui veulent enchaîner. Nous avons beaucoup de respect pour la communauté Monero et son engagement pour défendre la confidentialité des paiements. L'anonymat est beaucoup plus important que ce que l'on pourrait croire en moyenne. C'est donc tout à leur honneur et nous pouvons poursuivre ce débat dans l'espace commentaire. On espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-lui un j'aime et abonnez-vous en activant la cloche pour ne pas manquer les suivants. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, le lien est en description. Et moi je vous dis à très bientôt sur Money Radar.